confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Philippe de Rosier et Jad Zahab. Zoom sur cette circulaire Castaner qui fait hurler la droite. Le ministre de l'Intérieur change un petit peu les règles du jeu pour ce qui concerne les étiquettes des listes. LR y voit une manœuvre politique. On va ouvrir la discussion avec nos invités. D'abord, les explications avec Sandra Cerquera. C'est une circulaire adressée au préfet, signée Christophe Castaner, qui réglemente le classement des candidats au municipal. À chaque candidat, qu'il soit investi par un parti ou qu'il soit sans étiquette, les préfectures attribuent une nuance politique. Par exemple, divers gauche, socialistes, divers centres, républicains, une vingtaine au total. Pour ensuite additionner leurs voix et calculer les résultats de chaque formation dans toute la France. Le changement avec cette circulaire, c'est que les préfectures feront cette classification uniquement dans les communes de 9000 habitants et plus. Pour le président du groupe socialiste au Sénat, c'est un déni de démocratie. C'est considéré que 96% des communes peuvent échapper à une sorte de nuançage politique représentant 50% du corps électoral. C'est exécrable sur le plan de la démocratie, c'est dangereux, je pense, sur le plan de la liberté d'expression. Même opposition à droite au Sénat, persuadée que l'exécutif cherche à brouiller la lisibilité des résultats, voire même à vouloir embellir le score d'En Marche au municipal. C'est une circulaire uniquement politicienne dans ce qu'il y a de plus bas, parce que effectivement, la République En Marche n'existe pas dans les villes et villages de France, dans l'essentiel des communes de France en vérité, et donc c'est pour eux une façon de remonter des statistiques. En face, le gouvernement tente de convaincre de ses bonnes intentions. Ce que je supprime, c'est dans les communes de moins de 9000 habitants, les préfets s'arrogent un droit, celui de donner une étiquette politique qui peut ne pas être conforme à celle voulue par les candidats et donc par les futurs maires. Au fond, c'est un peu plus de démocratie. Tout le reste, c'est de la veine politique politicienne. Les maires des communes rurales directement concernées saluent ce changement, même si leur demande concernait la fin du nuançage politique aux candidats sans étiquette dans les communes de moins de 3500 habitants et non de 9000 habitants, comme le souhaite le gouvernement. Et avec nous pour ce match des idées spéciales municipales, Jean-Philippe de Rosier, bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. Jad Zahab, bienvenue. Vous êtes président fondateur du Parlement des étudiants. C'est une association qui vise à rapprocher les jeunes du débat politique et des institutions. Ça tombe bien. Cette circulaire, on l'a vu, cette circulaire Castaner fait hurler une bonne partie de l'opposition, la droite en particulier, qui, elle, dénonce une faute juridique. Est-ce qu'il y a faute juridique, Jean-Philippe de Rosier? Alors, c'est assez difficile parce qu'une circulaire, généralement, ce ne sont que des recommandations, c'est dépourvu d'effets juridiques. Mais la jurisprudence du Conseil d'État, qui est la plus haute instance en matière de juridiction administrative, a bien dit que les circulaires qui comportent des dispositions réglementaires, c'est-à-dire qui valent véritablement instruction et pas seulement recommandation, elles sont pourvues d'un effet juridique et tel me semble être le cas de la circulaire Castaner. Donc ça, c'est déjà le premier point, parce qu'elle dit bien, vous attribuerez une nuance parmi les listes qui suivent. Ensuite, c'est une recommandation ou une circulaire à destination des résultats. Donc pour l'affichage et la remontée des résultats. Ça ne va pas avoir un effet sur le scrutin. Ce ne sont pas les communes qui ont moins de 9000 habitants qui ne voteront pas. Elles voteront bien, simplement les médias on n'est pas en train de truquer à 20h. Voilà, on n'est hein. pas véritablement en train de truquer un scrutin, mais les médias à 20h n'auront un retour que des communes qui font plus de 9000 habitants, c'est-à-dire à peine 3% des communes françaises. Un peu plus de 50% de la population, mais à peine 3% des communes françaises. Et là où il y a une véritable difficulté juridique, et à mon avis même une difficulté constitutionnelle, parce que ça porte atteinte au principe de sincérité du scrutin, qui est un principe constitutionnel, c'est que ces résultats qui risquent d'être faussés si on ne prend en compte qu'une partie, toute petite partie des communes, eh bien, vont être répétés, réitérés. Et le Conseil d'État, toujours lui, a dit en 2003 que les résultats, l'affichage des résultats est pourvu d'un effet. Ce n'est pas simplement une indication, parce que justement, c'est repris par les médias. Et que ce soit répété en boucle toute la soirée, voilà, jusqu'à ce qu'on ait mais pas seulement, même au-delà, dans la communication politique qui suivra dans les mois prochains, on dira le parti un tel, je ne veux pas donner de nom, a gagné les élections municipales. Et donc, cela a véritablement un effet et porteur. Et surtout, et enfin, j'en terminerai par là, c'est sans doute le point le plus crucial, ça va être annoncé le soir du premier tour. Il y a un second tour. Et celui qui va remporter
l'élection au premier tour va bénéficier d'un certain effet dire, d'entrain, une vague, et ben ça va avoir un impact direct sur le deuxième tour, évidemment. Donc là, ça peut même fausser la sincérité du scrutin de la même élection d'un tour sur l'autre. Jad Zahab, quelle est votre vision de cette circulaire? Vous la défendez, vous? Alors, je partage entièrement la vision, j'allais dire, constitutionnelle et juridique de ce qui vient d'être dit, mais à mon sens, il faut distinguer deux choses, le fond et la forme. Sur le fond, vous le disiez à l'instant, les communes de moins de 9000 habitants représentent 96% des communes en France et près de 50% de la population. Donc effectivement, on a l'impression au premier abord que ça va concerner énormément de communes, en tout cas énormément de personnes. Mais quand on regarde ce qui s'était déjà passé en 2014 lors des élections municipales, on se rend compte, et c'est des statistiques que j'ai trouvées sur le site du ministère de l'Intérieur, que près de 71% des communes, c'est-à-dire celles de moins de 1000 habitants, n'étaient déjà plus concernées par cela, c'est-à-dire que ces 71% des communes ne faisaient déjà pas l'objet d'un nuançage politique. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qui va se passer est négligeable, mais en tout cas, à mon sens, il faut le nuancer. Deuxième chose, on l'entendait dans le petit reportage qu'on a entendu, un certain nombre de maires des petites communes allaient en faveur, j'allais dire, de cette mesure, tout simplement parce que ce qui... Oui, l'Association des maires de France a dit qu'elle était favorable. Voilà, parce qu'à mon sens, il y a quelque chose jusqu'à 3005. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle soit favorable jusqu'à 9000. Mais d'après les réactions, ça ne gênait pas que le gouvernement aille au-delà. Oui, mais entre 1000 et 9000, ce n'est pas des petites communes, ce sont des communes moyennes. Alors effectivement, moins de 1000, ça, ce sont des petites communes qui très souvent ne connaissent pas les clivages partisans. Il y a une ou plusieurs listes et n'en veulent pas, qui sont en lien avec des enjeux très locaux. C'est parfaitement compréhensible et ce sont de loin les plus nombreuses qui réunissent la majorité de la population. Mais au-delà de 1000 et surtout au-delà de 3005, là, il y a des enjeux politiques et il y a véritablement des revendications partisanes. Mais si je peux me permettre là-dessus, il y a le deuxième point que j'allais évoquer, c'est la question de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, on apprend, et M. Castaner le disait à l'instant, que les préfets ont un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent qualifier eux-mêmes au soir du premier tour la liste X de gauche, la liste droite d'une autre étiquette qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle est. Il y a un autre intermédiaire qui pourra de toute façon clarifier la situation. Jusqu'ici, le préfet avait un pouvoir discrétionnaire. Et ce que nous disent les associations, c'est qu'elles sont plutôt satisfaites parce que cela va aller à l'encontre du pouvoir discrétionnaire du préfet qui pouvait jusqu'alors attribuer une étiquette qui n'est pas nécessairement celle de la liste. Alors bien sûr, il n'a pas intérêt à le faire. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, vous évoquiez la question des élections qui viennent et l'enjeu pour le parti En Marche. On sait très bien que c'est un parti qui n'a pas d'ancrage local. C'est assez intriguant, le calendrier, je suis entièrement d'accord avec vous. Même si j'ai tendance à dire que c'est une circulaire qui n'est pas aussi dramatique qu'elle n'en a l'air, le calendrier est néanmoins intriguant. Les enjeux municipaux... Les attaques sont violentes. Je vous cite juste le patron des LR, Christian Jacob, qui nous dit « Changement de règles, on ne peut plus choquant. Petite combine politicienne au détriment de l'intérêt général. » Ça va trop loin ? Non, je ne crois pas. Monsieur Jacob est dans son rôle et c'est un peu la seule élection qui lui reste à gagner dans cette histoire à Monsieur Jacob. Donc je comprends sa véhémence, j'allais dire, pour les plateaux télé et pour les réactions télévisuelles. Sur le fond des choses, je le disais à l'instant, le calendrier est intriguant, mais ça n'est pas un changement des règles puisque, comme le disait monsieur à l'instant, c'est un changement de l'affichage mais pas de la campagne. On aura bien sûr les affiches, les partis, etc. Et j'allais dire plus loin même que les municipales, ce qui se joue peut-être aussi, c'est la question des sénatoriales en septembre. On est ici bien, on en a conscience. Le renouvellement qui va avoir lieu en septembre va être impacté par la dynamique qui peut sortir des élections municipales. Donc sur le fond, moins dramatique que ça en a l'air, mais malgré tout, calendrier intriguant. Oui, mais vous savez, l'affichage aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en politique, est extrêmement important. Pour vous citer un exemple et nous éloigner un tout petit peu des frontières, vous savez ce qui a généré la situation problématique aujourd'hui en Bolivie, avec le départ d'Evo Morales, c'est précisément les résultats qui ont été coupés la nuit des élections parce que les résultats présentés ne convenaient pas à l'exécutif et donc il a décidé de couper les télé. Non mais on ne va pas aller jusque-là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'affichage est primordial. Et précisément là, on a un affichage qui, comme vous l'avez dit, pourrait, voire va, selon les dires des oppositions, avantager le parti qui est en place, le parti de la majorité, le parti présidentiel, qui est lui-même à l'origine du changement de ces règles du jeu, du changement de ces règles d'affichage, du changement de cette circulaire. On sait très bien que les communes de plus de 9000 habitants sont celles qui sont plutôt proches du pouvoir actuel. Celles qui font moins de 9000 habitants le sont un petit peu moins. Et donc là, on a effectivement quelque chose qui serait favorable ou qui pourrait être favorable à la majorité présidentielle. Prendre l'exemple de Toulouse, avec Jean-Luc Moudingue, qui est tête de liste affiché les Républicains, mais avec le soutien de La République En Marche, le MoDem, UDI, Agir, etc., tous les partis de la majorité. Sa liste va être estampillée divers centres, ça va rentrer dans la nuance
Toulouse la nuance de la majorité. Et donc s'il gagne les élections à Toulouse, ça va avantager non pas les Républicains, mais le parti de la majorité. Alors, encore une fois, je ne suis pas porte-parole du gouvernement ici, hein, mais j'essaie vous avez le droit de le défendre. Non, j'essaie de comprendre. Effectivement, je me suis replongé dans les chiffres. On sait maintenant, c'est des éléments qui ressortent dans tous les sondages, que le maire est l'élu, j'allais dire, préféré des citoyennes et des citoyens. Et je suis retombé sur un sondage de l'année dernière de l'IFOP, je crois, sur les motivations de vote des citoyennes et des citoyens dans les petites et moyennes communes. Vous allez me dire que ce n'est pas l'étiquette, mais bien la personnalité. Voilà, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous énumérer le sondage, mais 41%, d'après ce sondage, votent pour le programme des candidats et 16% votent pour les étiquettes politiques des candidats. Donc je ne suis pas en train de dire que jusqu'ici, ce qui se faisait, c'est que l'affichage qu'on avait été faussé. Voilà, je ne suis absolument pas en train de dire que la vision qu'on en avait était fausse, mais sur les scrutins locaux, et là, effectivement, je vous entends me dire qu'effectivement, c'est l'argument de la majorité à chaque fois qu'elle perd une élection locale qui est de dire ça n'est pas une élection nationale, c'est une élection locale. J'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que très souvent, à l'échelle des territoires, sur ces 70% de communes qui font moins de 1000 habitants ou sur ces communes qui font de moins de 9000 habitants, très rarement les étiquettes politiques s'immiscent dans le sujet. L'opposition, vous mentionniez Christian Jacob, son rôle va être de dire si jamais il y a un échec de la majorité, c'est l'échec de la politique nationale. Et le gouvernement dira mais non, c'est un scrutin local. Et ça, quand M. Jacob était au pouvoir et que M. Sarkozy était président, il nous disait l'inverse. C'est pour ça que je nuance son effet de critique, mais effectivement je suis d'accord avec vous, j'allais dire le calendrier est intriguant, mais peut-être que ça viendra aussi corriger une fausse interprétation qu'on avait tendance à faire politiquement parlant. Une dernière remarque pour vous faire réagir, le constitutionnaliste Dominique Chagnolot nous parle de cette initiative qui transpose, je le cite, de façon inédite les clivages supposés nationaux à des scrutins locaux. C'est une observation qui vous parle? Non, inédite, non. Ça, c'est le problème des élections locales en France, c'est qu'elles ont toujours été nationalisées. Pourquoi? Parce que déjà, on est un État très centralisé, et en plus, elles ont lieu partout le même jour. Donc forcément, le scrutin, les élections municipales ont lieu partout en France le même jour, les élections départementales, pareil. Là où dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Italie, ça peut être un petit peu plus morcelé. Ça peut être décalé. Pas pour tous les scrutins, mais bon. Donc il y a toujours eu un enjeu national. En 2014, il y a eu un enjeu national pour les élections municipales et le gouvernement en place en a pris un revers. En 2008, c'était pareil dans l'autre sens. Bon, voilà, à chaque fois, il y a un enjeu national dans les élections locales. Mais si je peux me permettre, je dirais qu'il y a un enjeu national pour le gouvernement et pour la majorité, mais je ne suis pas certain que les gens qui vont aller voter pour avoir plus de moyens au centre communal d'action sociale, pour avoir une classe en plus, je ne suis pas certain que ces gens-là, dans les petites communes, je dis petites, mais pour les communes de moins de 15 000 habitants, je ne suis pas certain que ces gens-là aillent voter en se disant je vais sanctionner le gouvernement, simplement j'ai besoin de services publics locaux. Donc je pense qu'effectivement on peut nuancer tout ça. Les gouvernants nationaux ont intérêt à nationaliser, je ne crois pas que c'est l'intérêt des citoyens. Mais les candidats sur place le nationalisent aussi, parce que justement ils prennent position par rapport à la politique du gouvernement. Deuxième thème de ce match spécial municipal, si vous le voulez bien, les listes dites communautaires ou communautaristes. Le JDD nous a rappelé quelques chiffres ce week-end. L'Union des démocrates musulmans français, l'UDMF, a atteint 40% des suffrages dans un bureau de vote lors des dernières européennes, c'était à Maubeuge. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, veut les faire interdire, initiative qui, souvenez-vous, a provoqué une très vive polémique à l'automne dernier. Où en est-il aujourd'hui? Steve Jourdain lui pose la question en salle des conférences. Oui, Bruno Retailleau, à 2 mois des élections municipales, où en est votre proposition de loi sur l'interdiction des listes communautaires? Écoutez, elle est finalisée maintenant, elle est même déposée, elle est très largement co-signée et j'attends dans l'agenda parlementaire, qui est très très serré, le bon moment pour la faire discuter. Mais je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement graves. Le gouvernement, le président de la République est totalement tétanisé, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on attend son discours sur la laïcité, et en matière de lutte contre le communautarisme, rien ne se passe. Donc elle ne sera pas votée avant les municipales? Ah non, mais dans tous les cas, puisqu'il ne suffit pas que le Sénat vote, il faut aussi qu'elle soit votée, y compris dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, le gouvernement la refuse. Je vous rappelle que nous avons voté ici au Sénat un texte qui est important contre les signes ostentatoires. Par exemple, le voile pour les sorties scolaires. Ça a été majoritairement voté au Sénat. Et ce texte, même s'il a été voté au Sénat, n'est pas inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour des députés de l'Assemblée nationale. Preuve qu'il y a aucune sorte de courage politique pour vraiment prendre la mesure du phénomène
aujourd'hui en France qui concerne la communautarisation, l'islamisation, la radicalisation. Aucun parti ne se définit comme communautaire. Comment déterminer a priori quel parti est communautaire et quel parti ne l'est pas? Mais est-ce que vous croyez que les mosquées se définissent comme salafistes? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que quand on ferme des mosquées, c'est parce qu'elles ont mis un écriteau en disant voilà, une mosquée radicalisée? Mais ça, c'est de l'angélisme. Ça, c'est bon pour les ravis de la crèche. L'abbé Pierre venait en soutane à l'Assemblée nationale quand il était élu député. Il n'était pas contre la tradition républicaine. Eh bien, moi, je pense que, vous voyez, pour tous les signes ostentatoires, je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de réaffirmer nos principes laïques. Que ce soit d'ailleurs pour le catholicisme, le protestantisme ou l'islam. Sauf que ce que j'observe, c'est que la radicalisation, elle ne concerne pas ces religions-là. Il y a une question qui est spécifique et qui nous est posée. J'observe aussi qu'il y a des livres de chercheurs, Hugo Micheron, mais aussi Bernard Rougier. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Il y a une géographie de l'islamisme. Il y a des quartiers qui sont verrouillés, bouclés. La DGSI nous apprend qu'il y en a au moins 150. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien. Il y a eu la préfecture de Paris, un service antiterroriste qui a été touché. 4 personnes ont été massacrées. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 enquêtes administratives. Est-ce que vous pensez que ces terroristes vont être terrorisés par des enquêtes administratives? Franchement. Merci Monsieur Retailleau. On suivra donc le parcours de votre proposition de loi au Sénat. Merci beaucoup. Merci Steve. Jadzab, une réaction, ces listes communautaires, c'est un vrai sujet pour les municipales? Alors, je pense que c'est un sujet parce que les Françaises et les Français sont préoccupés. Effectivement, c'est la question de la sécurité et le lien avec la laïcité est un sujet. Premièrement, si on veut répondre à M. Retailleau, à mon sens, la question ne se pose pas sur faut-il ou pas interdire les listes communautaires parce qu'on est en France et que la liberté d'opinion est un principe constitutionnel. Et comme j'étais un bon élève en droit constitutionnel, je me rappelle de cet article qui dit que la Constitution assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de race ou de religion. En revanche, quelque chose qui a été dit par Sébastien Lecornu en réaction à cette proposition de loi, c'est qu'effectivement, les maires et les maires adjoints qui sont aujourd'hui en fonction ne sont pas astreints, j'allais dire, à la nécessité de ne pas porter de signes religieux. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, aujourd'hui, n'étend pas aux élus locaux l'obligation de neutralité religieuse des agents publics. Donc peut-être que la question peut se poser sur ce terrain-là de la neutralité religieuse des élus. Je pense que c'est une bonne idée. En revanche, interdire des listes au prétexte qu'on a une suspicion de radicalisation. Si M. Retailleau est en train de nous dire qu'une femme qui porte un foulard ou qu'un monsieur barbu, peut-être comme moi d'ailleurs, qui suis barbu, est représentant d'une communauté, là ça me semble compliqué, encore une fois, parce qu'on est sur l'arbitraire. Si un candidat devient maire alors qu'il avait quelques signes éventuels de radicalisation, c'est une fois qu'il est maire qu'on peut potentiellement le freiner en lui disant tous ces signes-là, c'est terminé. Non, alors il est soumis à un devoir de neutralité. C'est cette idée-là que vous soutenez, je veux dire? La Cour, oui. Je pense qu'effectivement, quand on est élu, exactement, quand on est élu, on a un devoir de neutralité. Je pense qu'on doit aller plus loin sur la question de la neutralité religieuse. Parce que ça n'empêche pas l'élection. Ça n'empêche pas l'élection. En tout cas, ça n'empêche pas que la personne se présente au suffrage. Ensuite, si elle présente un trouble à l'ordre public... pouvoir se présenter au suffrage, c'est pouvoir être élu. Bien sûr, mais je pense qu'il faut distinguer la question de la suspicion de radicalisation de la question de est-ce que cette personne présente une menace à l'égard de l'ordre public. Puisque là, on a des moyens de circonscrire le champ. Jean-Philippe de Rosier. Je rejoins partiellement ce que dit M. Zahab. Sur les listes communautaires, ça me paraît extrêmement difficile de les interdire en les pointant du doigt. Pour des raisons que vous avez évoquées, l'égalité devant la loi, le pluralisme, l'égalité devant le suffrage, la liberté d'expression surtout. Et les mêmes raisons qui conduiraient aujourd'hui à interdire, en les pointant du doigt, les listes communautaires auraient dû interdire autrefois des listes démocrates chrétiennes ou ce genre de radicalisation, entre guillemets, qui vont à l'encontre de la laïcité, toujours entre guillemets. Alors que je ne suis pas sûr que ça porte, que Christine Boutin, qu'on partage ou non ses idées, ou Jean-Frédéric Poisson, porte atteinte à l'ordre républicain. Et je ne suis pas sûr que d'ailleurs que Bruno Retailleau le pense. Maintenant, une liste communautaire qui se présente en radicalisation
contre l'ordre démocratique, qui, même sans caricature... Aucune mosquée ne se dit ouvertement salafiste. Aucune mosquée ne se dit ouvertement salafiste, mais il y a quand même certains groupuscules, parce que c'est ainsi qu'on les appelle, qui appellent au djihad contre l'ordre établi. Oui, mais discrètement, si on veut infiltrer les instances de la discrètement République, ou pas, et elles se font justement dissoudre, parce qu'il y a des lois pour cela. On a les moyens. Et on a tout à fait les moyens d'interdire ce type de liste. Et en revanche, là où je ne vous rejoins pas tout à fait, c'est que déjà, l'obligation de neutralité pèse sur les maires et sur ses adjoints lorsqu'ils sont agents de l'État et officiers d'état civil. Je ne pense pas qu'un maire d'origine hébraïque puisse célébrer mariage avec une kippa. Enfin, c'est même pas que je ne pense pas, c'est qu'il ne pourrait pas. Ensuite, en tant qu'élu, et donc plus en tant qu'agent de l'État, élu qu'il soit local ou même au Parlement, je ne pense pas que la laïcité impose d'interdire dans certaines institutions politiques de la République de porter des signes distinctifs. Parce que là encore, lorsque, je reprends ces exemples parce qu'ils sont assez célèbres, Christine Boutin monte au parloir pour débattre pendant 5 heures contre la loi sur le Pacs, elle défend une certaine vision qui n'est pas forcément laïque. Et on ne lui a pas un signe ostentatoire. Effectivement, c'est vrai, c'est un discours. Mais je pense que ça va ensemble, et là où il faut une limite, c'est l'ordre public, vous l'avez dit, y compris dans les institutions, et un élu qui porterait atteinte au fonctionnement normal de l'institution pourrait se voir sanctionné, mais il a son indépendance, il bénéficie de son immunité, il ne peut pas être attaqué pour les opinions qu'il a et qu'il émet, et donc arborer un signe distinctif, c'est aussi une opinion, et en tant qu'élu, je ne pense pas qu'il faudrait le lui interdire. Un dernier mot, Jadzab, et on passe au troisième thème. Mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que ce qu'on voit là depuis quelques mois, depuis septembre dernier, il y a eu beaucoup de polémiques sur la question des signes ostentatoires, la question du voile à l'école, la question des sorties scolaires, etc. Je pense que c'est un sujet qui doit se poser parce qu'aujourd'hui, on a des Françaises et des Français qui se sentent stigmatisés. C'était dit par M. Retailleau d'ailleurs, quand il parle de signes ostentatoires, il parle de nos concitoyennes et de nos concitoyens musulmans. Je pense qu'il y a un vrai sujet, là où j'allais dire ça me fait sourire, c'est un sujet très grave, c'est que M. Retailleau, c'est un peu le poil à gratter de la majorité. On se rappelle l'année dernière avec sa proposition de loi anti-casseurs, il avait forcé, le gouvernement à avancer sur ce sujet. Là, il va déposer cette proposition de loi pas plus tard que quelques jours après qu'une note interne ait été distribuée aux députés En Marche qui évoquait la possibilité éventuellement d'aller vers une commission spéciale pour réfléchir à la laïcité. Je crois, contrairement à vous, que c'est un sujet central parce que le pacte social entre les gens est complètement détruit et ce sujet-là est majeur. Allez, il nous reste 3 minutes pour aborder le troisième thème de ce match spécial municipal qui amènera de votre part des commentaires moins juridiques que politiques. D'ailleurs, c'est la bataille de Paris. Un sondage IFOP paru dans le JDD a marqué les esprits ce week-end. Anne Hidalgo reste nettement en tête des intentions de vote avec 25%, mais la surprise, elle vient de Rachida Dati, la candidate LR, qui arriverait en deuxième position avec 19%. Le candidat La République En Marche, Benjamin Griveaux, 15%. L'écologiste David Béliard, 14%. Et le dissident La République En Marche, Cédric Villani, en 5e position, regardez, avec 13%. Chez LR, on est ravis, cette dissidence fait finalement renaître la droite à Paris. Éric Woerth y est revenu ce matin, c'était dans notre matinale avec Oriane Mancini. Rachida fait une bonne campagne, elle a le caractère qu'il faut, je pense, elle a le caractère pour renverser la table. Jadzab, on a quelques minutes. C'est un exploit quand même que La République En Marche, par ses divisions, réussisse à finalement faire renaître la droite à Paris. Ah bah écoutez, c'est la joie des élections municipales. Ce qui est certain, c'est que là-dessus, on aura les listes et par rapport au sujet de tout à l'heure, là, on aura les nuances politiques. Effectivement, c'est un sujet entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Parce que cette élection-là, elle est très spécifique. On a une élection indirecte, on élit les gens dans des arrondissements qui ensuite élisent un maire. Donc je pense que là, pareil, on a des élections très local, j'allais dire des arrondissements, mais là c'est de la politique nationale, il faut pas en être dupe. Le sujet, c'est la majorité est-elle capable d'avancer front uni? Très clairement pas. Benjamin Griveaux, sur la base de ce sondage, appelle Cédric Villani à le rejoindre. Je crois que là-dessus, la droite peut-être a une chance cette année, j'allais dire, grâce à En Marche. Oui, ce qui est certain, c'est qu'Anne Hidalgo, j'allais dire, peut-être la surprise, c'est qu'Anne Hidalgo soit en tête. C'est depuis le début, on nous dit tout le monde la déteste, les voix sur berge, etc. Mais ça fait quelques temps qu'on voit qu'elle est en tête. La vraie surprise, c'est Rachida Dati quand même. Jean-Philippe de Rosier. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce qu'effectivement, Paris,
Et en particulier sur ce scrutin, on saura au mieux qui pourra être maire le soir du 22 mars. Au mieux. Parce que c'est une élection doublement indirecte. Déjà, l'élection du maire est indirecte. Hein. Bon. Sauf qu'il y a la prime majoritaire à la liste qui arrive en tête qui rafle la moitié du conseil municipal dans les autres communes. Donc, a priori, on sait qui est maire au soir du second tour. Vous avez raison de nous le réexpliquer ce Mais à Paris, ce sont 17 élections, puisqu'il y a 20 arrondissements, mais les 1, 2, 3, 4, pour la première fois cette fois-ci, ont formé un seul secteur. Donc, une seule mairie. Donc, il y a 17 communes qui vont ensuite élire leur patron, le maire de Paris. Et là, effectivement, il y aura un certain nombre d'incertitudes en fonction des différents résultats, des différentes coalitions envisageables. Hein. Imaginons qu'au soir du premier tour, tout se casse la gueule et qu'il y ait une des deux listes En Marche qui ne passe pas la barre des 10%. Elle ne passe pas au second tour, parce qu'il faut 10% pour être au second tour. Et donc là, forcément, ça rebat les cartes. Va-t-il y avoir fusion ou pas, etc. Imaginons qu'elles passent toutes les deux la barre des 10%, qu'elles aient toutes les deux un certain nombre d'élus, qu'elles aient raflé un ou deux des arrondissements. Je pense notamment au 18e. Vous savez, on dit très souvent à Paris, celui qui gagne le 18e arrondissement gagne la mairie de Paris. Et c'est vrai depuis de très nombreux mandats. Eh bien, le candidat En Marche, entre guillemets, du 18e, c'est Pierre-Yves Bournazel, qui vient de rejoindre, qui est candidat à droite, mais qui vient de rejoindre Benjamin Griveaux. Il est député, et il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe Agir. Donc voilà, tout ça est un petit peu flou, et le candidat en face de Pierre-Yves Bournazel, c'est Éric Lejoindre, le maire actuel, qui soutient socialiste, qui soutient donc Anne Hidalgo. Et effectivement, cet arrondissement peut être tout à fait clé, parce que s'il y a un basculement là, ça peut totalement rebattre les cartes entre les différents partis, le Parti socialiste, les Républicains et la République en marche. Et on suivra ça de très près sur Public Sénat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce tout premier match des idées spécial municipal qui se poursuivra toutes les semaines jusqu'au 15 août.